Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. À la une cette semaine, ce rapport alarmant de l'UNICEF sur la guerre en Syrie. Le nombre d'enfants tués en 2017 a augmenté de 50% par rapport à l'année précédente. Nous irons également au Yémen avec un reportage exclusif de nos équipes à Aden. Cyril Payen, notre envoyé spécial de retour du pays, est avec nous pour nous raconter sa mission. Enfin, nous irons en Égypte en pleine campagne présidentielle, un scrutin sans suspense qui verra sans doute la réélection du maréchal Assisi. Les enfants syriens, premières victimes de la guerre, c'est ce que rapporte l'UNICEF alors que le pays s'apprête à entamer sa 8e année de conflit. Une guerre qui a fait plus de 350 000 morts. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer. Julien Cheïda. La guerre en Syrie n'épargne personne, pas même les plus fragiles. Des enfants blessés ou terrorisés, d'autres sont morts sous les bombes. Près de 20 000 depuis 2011. Dans la Ghouta orientale, près de 200 enfants auraient été tués depuis le mois de février, d'après l'UNICEF. Il est évident que le principe sacré de protection des enfants, dans toutes les circonstances, qui était auparavant respecté universellement, à aucun moment, aucune des parties n'a respecté ce principe. 2017 a vu le nombre d'enfants tués augmenter de 50%. Et pour 2018, l'UNICEF reste pessimiste. La plupart des survivants souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Des enfants ont été amputés. Des enfants sont paralysés à vie. Et je vais être très clair. Cette triste réalité continue chaque jour. Voici des images filmées par un habitant de la Ghouta orientale. Des familles sont réfugiées dans des abris de fortune, aux conditions de vie très difficiles. Ici, des enfants soignent comme ils peuvent leurs parents blessés. La plupart encore très jeunes, n'ont connu qu'un pays en guerre. On va vous parler à présent de la guerre au Yémen, une guerre à huis clos, loin des caméras. Eh bien, une de nos équipes a pu se rendre dans le pays. Le reportage que vous allez voir a été tourné à Aden avec les forces gouvernementales. On regarde ce reportage signé Amal Hamidaoui et Cyril Payen qui est avec nous. On en reparlera juste après. En opération avec les forces gouvernementales dans les rues d'Aden. Dégagez le chemin, allez! Ces hommes sont les derniers soldats réguliers encore présents en ville après les violents combats qui les ont opposés aux rebelles il y a 4 semaines. Démonstration de force ou barreau d'honneur, les éléments de la célèbre brigade 39 se déploient pour une opération antiterroriste. Nous dressons des barrages dans le secteur. Nous avons reçu des informations. Une voiture piégée est entrée dans Aden ce matin. Exang, réduite à quelques centaines d'hommes retranchés dans un secteur de la ville, l'armée régulière ne contrôle plus grand-chose ici. Mais l'état-major veut faire bonne figure et nous présente même ses nouvelles recrues fraîchement arrivées. Vous devez respecter votre patrie, ce sol sacré que vous foulez du pied. N'oubliez jamais que ce pays vous donne à manger. Je vous ordonne aussi d'apprendre à respecter vos collègues comme des frères. La solde garantie par le gouvernement est souvent la seule motivation pour ces Yéménites ruinés par la guerre, même si la veine patriotique est présente chez certains. Comme chacun le sait, notre pays a beaucoup d'ennemis. Des ennemis venus de l'extérieur et des ennemis au sein même de notre société. Ces hommes sont tous volontaires. Ils sont là pour aller au front. Nous leur donnons une formation et nous en faisons de vrais soldats. Ils sont très motivés. D'ailleurs, tous ceux que vous voyez là, ils sont venus avec leurs propres armes. Pour autant, l'optimisme du colonel ressemble au dernier sursaut de fierté d'une armée en déroute. Ce piton rocheux qui plonge dans le golfe d'Aden avec le palais présidentiel et quelques bunkers gardés par les dernières forces régulières, c'est tout ce qu'il reste ou presque de l'autorité du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Acculé sur plusieurs fronts dans tout le Yémen et surtout ici à Aden, assiégé depuis plus d'un mois par les forces rebelles venues du sud, plongeant chaque jour un peu plus Aden et le Yémen dans le chaos.
Cyril Paya, merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, comment êtes-vous entré au Yémen et dans quel état avez-vous trouvé le pays ? Écoutez, ce qui surprend beaucoup quand on arrive à Aden, je rappelle que c'est assez difficile d'avoir le visa. Ça fait des mois qu'on essayait d'obtenir ce visa, parce que c'est une guerre qui se passe à huis clos, une guerre oubliée, vous l'avez dit, qui ne veut pas de témoins. Ce qui frappe, ce sont les stigmates de la guerre dans cette ville portuaire, la seconde ville du pays. Il n'y a pas un immeuble qui n'ait pas d'impact de balles. Toutes les grandes administrations, les hôtels, je rappelle que ça a été un haut lieu touristique il y a encore 10 ou 15 ans, eh bien, sont dévastés par des bombardements aériens qui sont menés depuis 3 ans par une coalition sunnite menée par l'Arabie Saoudite. Donc on a ce sentiment profond de chaos, de destruction profonde, et un sentiment au travers de la population yéménite qui est dans cette ville assiégée d'Aden d'abandon. Ils nous disent: pourquoi parle-t-on du reste du Proche-Orient, de la Syrie, de l'Irak, et nous, on nous abandonne. Donc c'est assez fort comme impression dès qu'on arrive dans cette ville dévastée, assiégée et loin de tout en fait et de la civilisation. Quelles sont les conditions de tournage ? Assez difficile en fait, puisqu'on a eu ce sésame qui est ce visa pour pouvoir venir dans cette ville. On était assez surpris d'ailleurs, puisqu'on est venu un peu plus d'un mois après une offensive très importante des rebelles du Sud qui en fait ont encerclé Aden et qui ont encore plus marginalisé un gouvernement et quelques centaines de soldats loyalistes. Je rappelle que ce gouvernement est le gouvernement officiel reconnu par la communauté internationale, mais qui tient plus grand-chose à Aden. Donc un sentiment très confus et une multiplication de chefs, de petits chefs, de barrages, de soldats qui faisaient la pluie et le beau temps, donc des conditions extrêmement difficiles puisqu'ils suivaient nos faits et gestes heure par heure et tous les ordres, les contre-ordres changeaient, donc c'était 15 jours un peu éprouvants sur ce plan, oui. Alors justement, où en est le conflit ? Y a-t-il un clan qui l'emporte sur l'autre ? Et combien de temps cela va-t-il encore durer ? Si vous pouvez répondre à cette question, bien sûr. Très difficile, surtout quand on pose la question aux belligérants, ils ne savent pas non plus, puisque chacun essaye de ramener sa part de contrôle de la ville et du Yémen à lui-même. Le problème, c'est que c'est un conflit qui est déjà une guerre civile, on le sait, mais aussi régionalisé avec le clan sunnite qui se bat contre le clan chiite, avec le nord, les rebelles houthis soutenus par l'Iran, le sud soutenu par l'Arabie Saoudite, par une coalition sunnite. Je rappelle que c'est une guerre qui dure depuis 1000 jours, qui a fait plus de 10 000 morts, des millions de déplacés, donc c'est extrêmement complexe et s'ajoute à cela la menace djihadiste puisque pour profiter du chaos, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et l'organisation État islamique entend faire porter sa voix et multiplie les coups de force. Donc une situation très chaotique et très sincèrement on ne sait pas combien de temps et comment on va en sortir. On va parler un petit peu de la situation sanitaire. Une épidémie de choléra sans précédent a touché le pays. Est-ce que vous l'avez constaté ? Que pouvez-vous nous dire sur cette épidémie ? Écoutez, cette épidémie de choléra, cette famine, c'est plutôt au nord, là où se concentrent les bombardements de la coalition sunnite. Mais c'est vrai qu'on a, encore une fois, le syndrome de cette guerre au sud, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes déplacées, beaucoup malades, beaucoup qui sont très clairement en dessous du seuil de pauvreté. D'ailleurs, on croise des milliers de femmes dans les rues d'Aden qui mendient. Et tout le monde sait que ce sont des femmes du nord qui n'ont pas d'autre choix que de mendier dans les rues parce qu'elles n'ont plus rien. Donc on sent toute la portée de ce conflit et des conséquences de ce conflit à Aden, qui est une sorte de nouvel épicentre de cette guerre. Mais il y a effectivement de graves problèmes sanitaires très urgents et malheureusement très peu d'ONG occidentales. L'ONU est à pied d'œuvre, mais pas assez pour tenter d'endiguer ce problème. Merci beaucoup Cyril Paya. On retrouvera la série de reportages que vous avez tournés au Yémen sur notre antenne et sur notre site internet france24.com. Dans moins de 2 semaines, le 26 mars, aura lieu en Égypte une nouvelle élection présidentielle. Un scrutin sans aucun enjeu ni aucun suspense. Le président actuel, Abdel Fattah al-Sisi, sera sans doute réélu. Et pour cause, ses opposants ont été éliminés avant la course, les uns après les autres. Seul candidat en face du maréchal, un ancien soutien reconverti en rival pour l'occasion. Le récit de David Gilbert. Ce jour-là, les médias sont au rendez-vous. La poignée de militants présents compte bien en profiter. Dans la course électorale jouée d'avance qui se déroule en ce moment en Égypte, leur candidat centriste libéral tient le rôle de l'opposant avec sérieux. Nous ne voulons pas d'un plébiscite, mais d'une réelle élection démocratique. Et nous entrons dans cette élection pour gagner. Moussa Mostafa Moussa, seul candidat à se présenter face au président sortant, soutenait pourtant ce dernier encore très récemment. Dans ses discours de campagne, il ne critique d'ailleurs jamais le maréchal al-Sisi et ses partisans non plus.
Peu importe qui gagne, ce qui compte c'est que l'Égypte gagne et qu'elle continue de briller. Que ce soit M. Moussa ou le président Sisi, ils ont tous les deux le même objectif qui est le pays. Pas de quoi inquiéter Abdel Fattah al-Sisi qui devrait être réélu sans problème dès le premier tour organisé du 26 au 28 mars. Seul Mostafa Moussa pourrait donc l'empêcher d'atteindre le score de 97% réalisé il y a 4 ans. La plupart des leaders d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. D'autres ont été empêchés de se présenter, comme Ahmed Shafik, ancien Premier ministre d'Hosni Moubarak, retenu aux Émirats arabes unis jusqu'à ce qu'il retire sa candidature, ou Sami Hanan, ancien chef d'état-major, arrêté après s'être déclaré candidat. Un nouveau tour de vis qui cible également la presse. L'actuel chef de l'État, tombeur du président Mohamed Morsi en 2013, s'est dégagé la voie pour diriger le pays au moins 4 années supplémentaires. Au nom de Dieu, le prix de la stabilité et de la sécurité de l'Égypte est ma vie. Je ne permettrai à personne de jouer avec la sécurité de l'Égypte. L'argument sécuritaire, une arme imparable pour les militaires au pouvoir. D'abord pour mobiliser au maximum et éviter une abstention trop importante, mais aussi à l'intention des principales grandes puissances qui continuent de fermer les yeux face aux dérives autoritaires d'un allié important dans la lutte contre le terrorisme. Elle s'appelle Netta Barzilai, elle est la grande gagnante de Akoshav Abba, la version israélienne de l'émission Nouvelle Star. Elle représentera cette année l'État hébreu à l'Eurovision avec sa chanson Toy, le 12 mai au Portugal. Grâce à son style un brin décalé, l'artiste de 25 ans a selon de nombreux sites de paris en ligne de grandes chances de tutoyer le haut du classement de la compétition européenne. Voilà, je vous laisse sur ces images. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.